Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Pour les débats avec aujourd'hui François Monboise, bonjour, président de la FEVAD, c'est la Fédération du e-commerce et de la vente à distance. Mehdi Raïch, vous êtes analyste politique, bonjour à vous. Jérôme Dubu, membre du Pôle idée d'Horizon, bonjour Jérôme. Bonjour. Et Mehdi Ouraoui qui est avec nous, bonjour Mehdi. Le retour, ça fait très longtemps qu'on ne vous avait pas eu, vous êtes essayiste, écrivain et vous venez de publier Romance nationale chez Fayard, que j'ai reçu hier, donc je n'ai pas eu le temps de le lire, mais je vais le lire avec... Bonne lecture Valérie et bonne année. Oui. Bonne année à vous aussi. Mais nous, on l'a pas eu. On n'a pas eu le plaisir de l'avoir. Il faut être sage pour l'avoir. Ah, bah ça va. Absolument, alors. mais Jérôme est très sage. Donc François Bayrou a échappé à la censure. On va lister ses gages au PS, les jours de carence, entre autres. Le PS qui se range du côté de Macron, comme le dit Mélenchon. Je vous pose la question. Le conclave sur les retraites, pourquoi faire? Les Français sont à découvert tous les mois. Et puis, une polémique autour du recensement, puisque de nouvelles questions ont été introduite dans ce questionnaire. Vous savez que le recensement va commencer jeudi prochain et il y a une question qui porte sur l'origine des parents, l'origine de vos parents, et certains s'en émeuvent. On commence avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Commençons avec vous, Mehdi Ouraoui. Alors moi, pour le coup, en parlant d'origine et en parlant d'identité, c'est un très très gros coup de cœur pour un académicien qui nous vient d'ailleurs, puisque c'est Amin Malouf. Mais il est surtout secrétaire perpétuel, c'est le patron des académiciens. Perpétuel, qui est un écrivain magnifique, qui nous a donné des bijoux comme Léon l'Africain, qui sont maintenant des très grands classiques de la littérature francophone. Et qui vient de prendre fait et cause pour les langues régionales. Et comme vous le savez, Valérie, moi, c'est un sujet qui me tient un peu à cœur, puisque je pense qu'on peut être plein de choses à la fois et qu'on n'est pas obligé d'opposer ses propres identités et ses différentes identités, et que je suis notamment bascophone, et que moi je suis très attaché à l'euskara, qui est la langue basque, et donc je trouve que c'est extrêmement intéressant, extrêmement positif et assez moderne que un très grand académicien, un très grand écrivain de langue française, quelqu'un qui vraiment a consacré sa vie à la langue française, qui est fou du français, soit aussi capable de se dire que sur notre territoire coexiste aussi un certain nombre de langues qui parfois n'ont absolument, comme le basque, aucun rapport. Alors le béarnais, l'occitan ont des rapports plus familiaux de cousinade avec le français, mais le basque, lui, est une langue qui n'a, on appelle ça un isolat, c'est-à-dire qui n'a aucun rapport grammatical avec le français. Et donc je trouve que c'est intéressant. On parle de l'alsacien évidemment, on parle du breton aussi, qu'on soit plus dans cette opposition stérile entre nos langues régionales et la langue nationale qui est le français, qui évidemment sert à nous rassembler, mais je trouve que c'est un très joli symbole et qu'on progresse petit à petit. Non, vous en pensez quoi? Je vois tout le monde, ils sont pas de votre avis. Moi, j'ai toujours défendu le breton. Et pourquoi pas le basque? Non, mais le basque aussi. Mais je trouve que moi, je vais passer mes vacances en Bretagne, donc je défends le breton. Je vais pas sur la côte basse. On va pas faire du particularisme. C'est pas du séparatisme. Mais c'est sur le principe. Mais c'est pas du séparatisme. Moi, je le conçois pas comme ça. Je le conçois comme un complément, comme une tradition, comme une préservation des origines. Parce que je trouve que l'homme est un être de culture. Il est enraciné, et donc le fait qu'on puisse défendre sans séparatisme aucun cette double langue, moi ça ne me gêne absolument pas. Néanmoins, Amin Malouf, pour lequel j'ai beaucoup de respect, il faut lire ses déclarations d'avant. Avant cette déclaration-là, parce que il s'inquiète, comme un certain nombre d'entre nous, de la décrépitude du français parlé et écrit. Et donc il faut peut-être commencer par là. Donc voilà, il a le double casquette, à la fois défenseur de la langue française, promoteur des langues régionales, et je trouve ça très bien, mais n'inversons pas les hiérarchies. Non, François? Oui, moi je suis d'accord, et je pense que la deuxième langue à apprendre après le français, et je suis entièrement d'accord avec Jérôme, il faut que le français soit mieux appris, c'est l'anglais. Enfin, on a un commissaire à Bruxelles qui ne parle pas anglais. On est la risée. Il n'y a aucun autre pays qui ose faire ça. Et il succède, souvenez-vous de ces scènes de François Hollande dans une réunion des 27, qui était le seul chef d'État qui parlait pas anglais, qui était tout seul assis quand tout le monde se parlait. Pour le coup, ça a été corrigé, ça.
Ça a été corrigé parce que Macron parle anglais. Parle très bien anglais. Mais il a envoyé à Bruxelles quelqu'un qui ne parle pas anglais. C'est une faute terrible. Tout le monde parle anglais international. Je suis pas certain qu'il y ait des langues qu'il faille absolument apprendre. L'anglais, c'est la langue internationale. Je suis pas certain que ce soit une bonne chose y compris pour notre terroir, y compris pour nos traditions, de dire à nos enfants les langues qui ont fait ce pays doivent disparaître au profit du gloubi-boulga mondialisé qui serait l'anglais. Pour ce qui concerne le français, c'est toujours intéressant parce que c'est un problème d'ailleurs qui est très français à certains égards. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à apprendre notre langue à nos enfants. C'est-à-dire notre propre langue, la langue qui nous a été transmise par nos parents de façon plus ou moins lointaine pour les uns et pour les autres, mais enfin une langue pour laquelle on a tous une passion, dans laquelle on écrit, dans laquelle on s'exprime, etc. On essaye de s'exprimer le mieux possible dans cette langue, et on accuse les autres langues ou disons, alors une fois certains accusent l'anglais, c'était l'idée de la loi Toubon, d'autres accusent des langues régionales, etc. Mais enfin le problème c'est surtout une question de responsabilité parentale. C'est-à-dire que c'est quand même la responsabilité. Avant tout, excusez-moi, mais des parents, et y compris des parents que certains qualifieraient de vieilles souches françaises, qui aujourd'hui laissent les enfants des heures avec les écrans, qui ne leur mettent plus jamais un livre dans les mains, qui ne les amènent plus jamais dans une médiathèque ou dans une librairie. Donc c'est toujours facile d'accuser l'autre, mais enfin quand même à la fin, un enfant, ça apprend sa propre langue, avant tout par la pratique quotidienne avec la famille, avec les parents. Donc c'est quand même un vrai sujet. Il n'y a pas que la responsabilité des parents, il y a aussi la responsabilité de l'enseignement. Et ça, on peut en dire, on en parle depuis des années sans que cela progresse. Oui, il y a un vrai recul à ce niveau. Mais il y a un sujet que je trouve intéressant quand même, c'est qu'on a oublié que la France, c'était quand même un pays de région. Oui. Et la langue régionale, il faut quand même... c'est quand même un sujet qu'il faut véritablement mettre en avant. Moi, je suis normand, je suis né en Normandie. J'ai des bons amis qui sont bretons, même s'il y a cette sempiternelle rivalité entre nous et eux. Il y en a beaucoup qui parlent le breton et qui sont fiers par leur langue de se revendiquer breton. Et moi, j'aime bien cette idée. Français, c'est quelque chose, mais parler la langue de sa région, je trouve ça important. Vous allez en Catalogne, oui, ils parlent le catalan, Espagne, ils parlent le catalan, tout et est le castillan quand il faut parler à notre région. Donc, je trouve que c'est un sujet... tout en restant dans la République et dans la nation. Oui, mais Mehdi ne demande pas qu'on sorte de la République. Non, mais on est tout à fait d'accord. Pas encore. Peut-être que ça viendra. Peut-être les Bretons un jour. En fonction de l'état du pays, vous me direz. L'étape d'après, c'est les Corses qui demandent que ça soit écrit en langue corse et que seuls des enseignements qui parlent le corse aillent en Corse. C'est ça l'étape d'après, il ne faut pas l'oublier. C'est pas sympathique. C'est pas l'étape d'après, c'est un sujet, mais on va pas faire toute l'émission là-dessus, parce que c'est pas le... Voilà, mais c'est intéressant, ça change un peu. Mais il y a un vrai sujet dans le fait d'accepter que les gens puissent avoir à la fois une allégeance et une fidélité à leur pays et à la République. Et c'est le cas, par exemple, aux États-Unis, où des gens parlent plusieurs langues, certains plutôt en privé dans la famille, et puis d'autres, on peut pas être à la fin, être américain sans vraiment maîtriser l'anglais. C'est pas vrai. On parle espagnol dans plein de villes américaines, mais enfin à la fin on sait très bien qu'au bout d'une génération les gens récitent le serment d'allégeance en anglais. Donc voilà, mais il y a quand même cette souplesse intellectuelle à avoir de se dire qu'on peut être un très bon français tout en parlant parfaitement le basque quotidiennement avec ses enfants. Allez, c'était un premier coup de cœur. On va marquer une pause parce que c'est l'heure du journal et on se retrouve dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous nous retrouvons pour les débats en ce vendredi 17 janvier. Nous allons débattre avec François Monboise, président de la FEVA, de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, Mehdi Raïch, analyste politique, Jérôme Dubu, membre du pôle Idées d'Horizon, et Mehdi Ouraoui, essayiste, écrivain. Et je rappelle votre livre qui vient tout juste de paraître. C'est un roman qui s'intitule Romance nationale chez Fayard. On va revenir évidemment sur les dissensions entre PS, LFI, la fin du NFP. Bon, on n'y croit pas vraiment. Recensement, êtes-vous choqué par le recours aux statistiques ethniques? On va revenir évidemment sur les concessions faites par François Bayrou au PS pour échapper à la censure. On continue notre tour de table de ce qui a retenu votre attention. Mehdi Raïch, vous, c'est... Oui, sur la situation des apostats en Algérie. Et en fait, ça fait écho à ce qui s'est passé avec Boualem Sansal et à la situation diplomatique de la France. C'est pas une information c'est plutôt une information d'ailleurs que le pouvoir algérien ne veut pas qu'on sache. Il y a des personnes aujourd'hui en Algérie qui s'attaquent à des apostats. Je signale ce qu'un apostat, c'est une personne qui quitte une religion.
Et c'est un vrai sujet en Algérie. Il y a notamment un youtubeur, enfin une personne qui fait régulièrement des critiques de l'islam sur TikTok en partant des textes, qui s'appelle Jana Ham, qui a été enfermé parce qu'il lisait publiquement le Coran et les tafsirs, donc les analyses par les savants, et qu'il critiquait cela. Il y a une autre personne beaucoup plus grave qui a été enfermée, qui s'appelle Massinissa, c'est un autre youtubeur, et qui a été égorgé en prison. D'ailleurs, ils l'ont raté. Mais donc aujourd'hui, il est entre la vie et la mort, qui a été égorgé parce qu'il était apostat de l'islam. Et ça fait écho en fait à ce qu'on peut appeler du délit d'opinion. Ce qui s'est passé avec Boualem Sansal, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que en Algérie, l'autorité religieuse, elle est véritablement un poids politique. C'est comme ça qu'on tient une population docile. Et on voit de plus en plus des Algériens, et je pense que c'est quelque chose qui honorerait la France. Diplomatiquement, je pense que la France aujourd'hui, elle n'a pas véritablement les armes pour concurrencer l'Algérie. On peut revenir sur les accords de 68, mais au fond, ça ne changera pas grand-chose à la situation. Par contre, il y a un véritable mouvement de liberté des Algériens, notamment à ce niveau. Et je pense que la France s'honorerait à renouer avec une tradition libérale, universaliste et humaniste, à appuyer ces personnes-là, à faire entendre ces personnes-là, parce que ce sont des personnes qui sont sur les réseaux. Et j'estime que ces apostats de l'islam doivent être des personnes qui... Enfin, ces personnes-là doivent être entendues aujourd'hui. Oui, sauf que vous voyez la situation telle qu'elle est aujourd'hui. On a déjà du mal, entre guillemets, avec Boualem Sansal, mais vous avez raison d'attirer l'attention sur cette situation. Puis on rappelle que les églises ont été fermées également en Algérie, qu'on n'a plus le droit de pratiquer la religion chrétienne. Non. Et en fait, c'est un peu à l'instar de ce qu'a fait l'Algérie avec les influenceurs algériens. C'est-à-dire que ils savent pertinemment qu'ils peuvent avoir un poids parce qu'il y a une diaspora algérienne qui est très forte, mais on ne se rend pas compte de ce qui se passe dans cette diaspora-là. Étant d'origine algérienne, je peux vous dire qu'il y a aussi une énorme dissonance, il y a un double discours qui est fait, et il y a véritablement ce mouvement de liberté. Je pense aussi à des étudiants qui étaient en Algérie durant l'été, qui faisaient des manifestations parce qu'ils ne voulaient pas justement que l'État algérien leur interdise d'aller travailler à l'étranger. Donc il y a un vrai sujet. Je pense que la France doit appuyer. C'est pas véritablement de la diplomatie. C'est de l'ingérence ? Non, parce qu'en fait c'est juste donner de la parole à des gens qui veulent juste avoir plus de liberté. Il n'y a pas de liberté d'expression en Algérie à ce niveau. Mais pourquoi la France ? Enfin, on va vous dire pourquoi la France. Mais je suis d'accord avec vous, mais je vous pose la question par rapport à justement ce qu'on reproche à la France de cette ingérence, cette dépendance. Jérôme, c'est intéressant. Oui, non, c'est très intéressant et ça confirme ce qu'on pensait effectivement du régime algérien. Malheureusement, on a mis 50 ans à découvrir que le régime algérien était une dictature militaire et maintenant pour le moins théocratique. Bon, on est quand même très naïf. On est quand même très très naïf. Ça vaut d'ailleurs pour nos dirigeants qui ont cru que en arrivant, on allait pouvoir s'arranger avec l'Algérie, faire du commerce, développer leur économie, mettre nos entreprises en première position en lâchant le Maroc. Bon, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. On a lâché le Maroc pendant 7 ans. Alors maintenant, évidemment, on essaie de rattraper à rame forcée le temps perdu. Mais en réalité, on aurait mieux fait de s'allier avec le Maroc, de garder nos liens très forts avec ce pays qui est en plein développement économique et de garder nos distances avec le régime algérien qui ne nous a strictement rien apporté. Enfin, en matière économique, c'est catastrophique. On est dépassé partout. Les Chinois sont là, les Américains guettent la moindre défaillance française, et on est passé de premier exportateur et de premier partenaire commercial à 3e ou 4e. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est un jeu de dupes avec ce régime algérien. Il faut arrêter ça vite. Vite. On l'a pas véritablement compris depuis. Non. C'est pour ça m'étonne. Il y a une espèce de naïveté vis-à-vis de l'Algérie qui même, m'étonne. Par exemple, je donne un exemple très concret. J'avais déjà fait ici l'état des lois. Il y avait la charte en 99 suite à la fin de la guerre civile. Il y a la loi sur la concorde civile en Algérie de 99 qui interdit qu'on parle de ce qui s'est passé durant la décennie noire. La charte de la concorde civile qui a été ratifiée par Bouteflika en 2006 appuie encore ce phénomène-là. Et c'est marrant puisque le pouvoir algérien ne fait que de parler de la guerre d'Algérie. Alors qu'il lui-même interdit ses propres citoyens de parler de ce qui s'est passé dans les années 90 en Algérie. Mehdi Houraoui. Oui, moi j'ai une nuance avec Mehdi. Entre Mehdi. Un assez gros désaccord avec Jérôme, c'est que faut pas non plus se cacher derrière notre petit doigt. Les relations avec le régime algérien étaient liées surtout à des préoccupations de sécurité nationale, à un moment où les attentats terroristes islamistes étaient extrêmement virulents et où
il y a un certain nombre de relations avec ce régime qui ont été indispensables ou qui ont été relativement forcées. Bon, et donc ça a été les 7 années dont vous parlez correspondent à peu près à cette période-là. Là où j'ai juste une petite nuance avec Mehdi, c'est que je crois pas que disons un mouvement qui serait encouragé par une puissance étrangère, en l'occurrence la France, c'est un peu comme si, je sais pas quoi, l'Allemagne disait ah bah tiens, maintenant on va se préoccuper du débat public français et on va en tant qu'État s'en occuper. En revanche, qu'il y ait des relations culturelles et qu'il y ait un certain nombre de, y compris dans la diaspora algérienne en France, etc., d'initiatives pour encourager effectivement ce mouvement libéral en Algérie, ces idées libérales, ces idées démocratiques, le droit au doute, le droit à l'opinion différente, etc. Ça, effectivement, ce serait une chose extrêmement importante. Là où je voudrais être un peu optimiste, c'est que vous avez tous remarqué que le mouvement Femmes, Vie, Liberté en Iran a quand même un peu éclaté au visage de tout le monde et personne ne l'avait vraiment prévu. C'est-à-dire que vraiment personne ne pouvait prédire que des jeunes femmes se mettraient à retirer leur voile en pleine rue, se mettraient à se moquer des gardiens de la Révolution en pleine rue, à leur désobéir, etc. Personne ne pensait que c'était possible. Et je crois que on peut espérer qu'il y ait un certain nombre de, notamment dans la suite des manifestations qui ont eu ces dernières années, dans effectivement le développement d'un certain nombre de protestations ou en tout cas de prises de position de gens qui sont plus jeunes, qui sont plus prisonniers comme ça de cette mémoire de la guerre d'Algérie et qui ont une vision plus ouverte et qui a un certain nombre de gens comme ça qui décident à un moment donné que bon bah effectivement la dictature, l'impossibilité de parler, etc. ne leur convient pas. Et donc, on peut espérer que dans les années qui viennent, on ait des surprises assez positives. Ces mouvements un peu spontanés, comme ça, qui sont un peu imprévisibles, qui sont hors des radars et qui, d'un coup, font vivre les idées libérales, les idées démocratiques, comme on n'aurait pas pu l'espérer. On va continuer avec vous, François Monboisse. Deux coups de gueule pour vous. Le premier, peut-être on va commencer avec... c'est un tweet que j'ai retweeté de Sophie Binet. Alors, on va écouter ce qu'elle dit à propos du concours de médecine. Parcoursup est un scandale parce que c'est une violence extrême pour les jeunes. C'est un énorme gâchis quand un jeune veut faire médecine, qu'il y a réfléchi, qu'il s'est investi dans ses études depuis des années pour faire médecine, qu'on lui dit bah non, tu vas faire psycho. Bah non, il y a aucun rapport entre la psychologie et la médecine. Donc ce qui est nécessaire, c'est de faire sauter le concours de médecine puisqu'on voit qu'on manque cruellement de soignantes et de soignants. Donc voilà, il faudrait supprimer le concours d'entrée, mais qu'elle se rassure, parce que Juliette Ruffol, qui travaille avec moi, vient de m'envoyer aussi une information. Au collège, le brevet ne sera finalement pas obligatoire pour entrer en seconde. Donc finalement, pourquoi pas supprimer le concours d'entrée en médecine ? Oui, c'est un peu la même idée. D'abord, c'est un entretien de Sophie Binet que j'avais entendu en voiture et je l'ai réécouté sur Twitter, parce que Twitter, c'est utile pour ça. Oui. De retrouver tous les extraits radio ou télé qu'on n'a pas eu le temps de voir. Et elle dit deux choses. D'abord, elle parle de Parcoursup, donc elle défend le fait que n'importe quel élève de terminale puisse s'inscrire en médecine s'il a envie. Alors, médecine, c'est très dur quand même. Et ensuite, à la fin de la première année, parce que le journaliste revient un peu à la charge en disant « Mais vous voulez supprimer Parcoursup à la fin de première année ?» Elle dit « Oui, Parcoursup a été supprimé, mais il faut arrêter tout ça, tous ces concours, on a besoin de soignants, donc il faut y aller. » Et je suis d'accord avec vous, Valérie, c'est un peu la même idée qu'on donne le brevet à tout le monde. Enfin, faire croire aux gens que n'importe quel élève de terminale peut s'inscrire dans n'importe quelle faculté, c'est l'amener au désastre. Et Parcoursup essaie de limiter ça. Alors, c'est pas parfait, bien sûr, mais il faut arrêter ce gâchis total qui est qu'un tiers, je crois, des élèves, des étudiants qui s'inscrivent en première année de fac ne vont pas au bout des 2 ans dans la même filière. Donc c'est un gâchis, ça fait des gens qui sont pas heureux, qui sont en situation d'échec. Il faut essayer d'orienter, faire croire qu'on va faire ça, c'est une bêtise. Donc Parcoursup a été supprimé depuis 2020 et a été remplacé par un système qui s'appelle le numéro... Non, pas Parcoursup, pardon. Le numéro clausus. Un système où c'est les ARS avec les CHU qui déterminent combien chaque région peut absorber de nouveaux médecins, parce que les élèves en médecine, les étudiants, ils travaillent dans les hôpitaux. Donc il ne faut pas qu'il y ait 40 étudiants qui arrivent dans une chambre. Donc je trouve que c'est un système intelligent où on augmente les proportions de médecins, mais dans la mesure où les hôpitaux peuvent les absorber, où on peut les éduquer. Faire croire que n'importe qui peut faire n'importe quelle faculté, ça me paraît délirant. Ben oui. Non, mais il y a toujours un moment dans la vie où vous avez
vous avez des comptes à rendre sur quelque chose. Alors, on a poussé toute une génération à avoir le bac. Moi, je trouve ça très bien, qui vaut plus grand-chose. Donc, il a été dévalorisé. Maintenant, on pousse pour que ça aille plus loin, c'est-à-dire la première année, la deuxième année d'études supérieures. Moi aussi, je trouve ça très bien, parce qu'il faut pousser, mais pas sans sélection. La vie sans sélection, ça n'existe pas. Enfin, moi, je ne sais pas où vit Madame Binet, mais sûrement pas dans le même monde que nous. Non, parce mais c'est une tendance. À un moment ou à un autre, vous êtes toujours rattrapé par un système de sélection. Alors, que ce soit dans vos études, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit même dans la fonction publique, vous avez toujours un moment où vous êtes rattrapé par une sélection. Oui. Enfin, oui, on va y revenir dans un instant parce que c'est un sujet intéressant. Non, mais parce que quand il n'y a plus personne, on fait avec ce qu'il y a. Oui, alors le problème des médecins, on en reparlera. Ouais. Sud Radio. Sud Radio. J'ai dit à tout de suite. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Petit prolongement sur le coup de gueule de François Monboisse sur effectivement cette déclaration de Sophie Binet, supprimons le concours d'entrée en médecine, qui va effectivement dans le sens de ce qu'on vient d'apprendre à l'instant, que donc le brevet ne sera pas essentiel, indispensable pour passer en seconde. Mehdi On en parlait un petit peu hors antenne. Moi, du coup, je vais parler de mon expérience personnelle. Quand j'étais en première année de fac, c'est ce que je disais. Lorsque j'ai fait mon premier master, en fait, il y a les 2 tiers des élèves qui disparaissent dès les premiers partiels. Ouais. Et ça, en fait, c'est un problème qu'on a depuis quand même très longtemps. Les souvenirs que j'avais lorsque j'étais en 3e au moment du brevet, c'était si vous allez au lycée général, c'est parce que vous êtes quelqu'un d'intelligent et vous aurez la possibilité de faire médecine si vous faites S. Ouais. Bac scientifique. Ouais. Alors que tous les autres, on les met pas en valeur, les bacs technologiques, ce sont les abrutis du comptoir. Allez faire des travaux manuels, c'est fait pour vous, vous n'allez pas trop réfléchir. Et je trouve ça absurde. Ces déclarations, c'est d'autant plus étonnant de la part de Madame Binet que Madame Binet s'est soumise à une sélection. Oui. Au sein de son organisation syndicale. C'est-à-dire qu'elle a été élue par ses pairs, il y a eu une compétition, elle est montée petit à petit, elle a eu sûrement des échecs, et elle sait ce que c'est que quelque chose que la compétition. C'est ça qui est d'autant plus impressionnant, parce que en interne, elle est tout sauf idiote. Partout, il y a un moment en sélection. Partout. Alors, pour le coup, on a un penchant qui est. Alors moi, je faisais partie des forts anthèmes, donc j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. J'ai été un bon élève, j'étais bien sage, j'ai passé tous mes diplômes et passé mes concours très gentiment, etc. Mais enfin, quand même, je me suis rendu compte au bout d'un moment que la sélection, c'est bien gentil, mais le problème, c'est que ça revient à faire une course à pied sur le pont du Titanic. C'est-à-dire, faites un 100 mètres sur le pont du Titanic pour savoir. Ça c'est, on va pas savoir. On va pas savoir. Ça m'intéressait. Trop fort en thème, il a explosé. Ça m'intéressait de savoir. Je vois pas la course sur le pont du Titanic. Enfin, je veux dire, il y a des concours, il y a des sélections, il y a des forts, il y a des faibles, il y a des gens qui réussissent. Ça veut dire quoi? Qu'on nivelle par le bas, ce qui est. Très clairement, il y a un nivellement par le bas. Ouais. Alors, on verra avec si on arrive à récupérer Mehdi. François, également, on voulait aborder ce sujet des déclarations de la présidente de l'Office de la biodiversité. Et alors, on va écouter ce qu'elle disait. Non, on n'a pas le son. Nous, aujourd'hui, on a le sentiment que ce que veulent les agriculteurs, c'est plus nous voir dans leurs exploitations. C'est du même ordre que si les dealers demandaient aux policiers de plus venir dans les cités pour empêcher le deal. Oui, non, pardon, c'est un agent de l'OFB, de l'Office de la biodiversité, qui compare donc les agriculteurs aux dealers. Il a dit ça sur France Inter, donc ça a fait un scandale dans le monde agricole. C'est quand même un fonctionnaire d'État qui compare les agriculteurs aux dealers. Et ce que je trouve scandaleux, c'est que le directeur général de l'OFB a publié un communiqué, mais il n'a pas du tout condamné les propos, il s'en est désolidarisé. Donc il n'a pas dit on ne doit pas dire ça, non, il a dit ce que dit ce monsieur, c'est pas la position de l'OFB. Et je rappelle que les agents font un superbe travail. Et la ministre Agnès Pannier-Runacher a remercié le DG de l'OFB en rappelant que l'OFB était indispensable. Donc personne n'a condamné les propos de traiter les agriculteurs de dealers. Personne ne s'est excusé auprès des syndicats agricoles. Enfin, c'est inacceptable. Ouais. Et ça montre ce que disent les agriculteurs et les syndicats agricoles, c'est que l'OFB, donc qui est là pour constater et vérifier que les agriculteurs ne tuent pas les petits oiseaux, etc.,
se comportent comme des policiers, ils ont les armes apparentes, enfin, ils ont un état d'esprit qui est de considérer que les agriculteurs sont des délinquants. Sont des délinquants. Et il y a la fameuse histoire, je ne sais pas si vous avez vu, qui est ressortie il y a 3-4 jours, Emmanuel Ducrot en avait parlé sur Europe 1, d'un agriculteur qui heureusement n'a pas été condamné, mais l'OFB avait porté plainte contre lui parce qu'il avait débarrassé des branchages dans un ruisseau, parce que ses champs étaient inondés. Or, les branchages avaient été construits par un castor, espèce protégée. Et l'OFB a porté plainte contre lui, avec une on avait de la prison avec sursis. Vous pouvez l'entendre sur Sud Radio. Là, on marche vraiment sur la tête. Ouais. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir. Non, c'est le drame de l'agriculture française qui est résumé en quelques anecdotes, malheureusement, qui sont déplorables pour nos agriculteurs. Bon, voilà, ils sont 1% de la population aujourd'hui. Ils pèsent beaucoup encore en influence, mais de moins en moins. Et malheureusement, quand on voit l'état de nos campagnes, on voit que toutes ces normes, en réalité, fragilisent les campagnes et elles sont de moins en moins bien entretenues. Il faut bien le dire. Voilà. On continue notre tour de table avec vous, Jérôme. C'est un coup de gueule. C'est un coup de gueule général. Ça inaugure un peu notre discussion qui va suivre, évidemment, sur Bayrou et son gouvernement. Et moi, c'est un coup de gueule sur l'irresponsabilité politique de l'ensemble de la classe politique. Je ne m'extrais pas de la classe politique, mais je trouve que ni l'un ni aucun parti aujourd'hui ne dit ce qu'il devrait dire. En responsabilité, on a affaire à une classe politique totalement irresponsable sur l'état de nos finances publiques et de notre économie. Enfin, on est... Tout le monde sait ces chiffres, recordman des dépenses publiques, recordman des prélèvements obligatoires, recordman maintenant du déficit public année après année, recordman de l'endettement. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faudrait dire alors ? On cumule tous les endettements, mais il faut tenir un langage de vérité. Monsieur Fillon, en 2007, quand il est arrivé Premier ministre à Matignon, la première déclaration qu'il a faite, c'était en Corse, sur son premier déplacement. Il nous a dit « Je suis à la tête d'un gouvernement en faillite ». C'était en 2007. Bien sûr. Bon, presque 20 ans plus tard, 18 ans plus tard, quelle est la situation ? La situation s'est-elle améliorée ou elle s'est dégradée ? Elle s'est profondément dégradée. Donc, je crois qu'il y a un appel au civisme, il y a un appel à la responsabilité que les partis politiques doivent tenir. D'ailleurs, les Français ne sont pas dupes. Ils savent très bien que la situation est très mauvaise. Et donc, voir cette espèce de course à l'échalote de partis, alors, avec M. Barnier, c'était le Rassemblement National et LR, qui soutiraient un certain nombre de choses. Là, c'est le Parti Socialiste qui soutire un certain nombre de choses, mais c'est toujours des dépenses publiques. Toujours des dépenses publiques. On en reviendra tout à l'heure. Oui, donc, on va en parler. On va évoquer les concessions qui ont été faites, en particulier sur les jours de carence. Ça introduit vos questions, Valérie. Moi, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Alors, vous allez me dire, Fillon a déclaré ça il y a presque 20 ans, et puis finalement, la France continue de tourner. Oui, jusqu'à quand ? Oui, mais jusqu'à quand ? Ça rejoint effectivement tous les gages qui ont été donnés aux socialistes, à savoir les 4000 suppressions de postes d'enseignants qui ont été abandonnées, à savoir les 3 jours de carence, tout ça c'est de l'argent. Enfin, je veux dire, c'est... Oui, mais des gages, les mêmes gages avaient été, enfin pas les mêmes, mais le même procédé avait été utilisé par Michel Barnier vis-à-vis du Rassemblement National et vis-à-vis de LR. Bon, sur l'affaire de la revalorisation des retraites, de l'indexation des retraites sur l'inflation, sur un certain nombre de choses, il avait reculé et à chaque fois c'était encore des dépenses supplémentaires. Et là, Barnier est tombé malgré tout. Le RN ne lui a pas fait de cadeau. Et là, on recommence avec le Parti Socialiste. Moi, j'avoue que... Alors, ça sert à quoi ? Finalement, au fond, on sait très bien comment ça va se terminer. Ça va se terminer par une motion de censure. Alors, est-ce que ce sera dans 2 mois ? Est-ce que ce sera dans 4 mois ? Est-ce que ce sera dans 6 mois ? Est-ce qu'on va tenir jusqu'à l'été ? Personne ne le sait, mais aujourd'hui, la situation impose une toute autre politique. On va marquer une pause et vous pourrez réagir à cela, évidemment, et à cette forme de... Alors, est-ce que c'est de la naïveté ? Est-ce qu'il cherche à gagner du temps ? Non, c'est pas de la naïveté, parce que tout le monde connaît le chiffre. D'ailleurs, Bayrou était le premier à déclarer que la dette était trop importante. Donc, on y va. C'est la pub, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Voilà une information qui vient de tomber. On vient de découvrir la liste des otages israéliens qui devraient être libérés dans le cadre de l'accord. Et les 2 otages franco-israéliens font partie de cette liste. On ne connaît pas la condition des otages et on ne sait pas avec certitude lesquels sont en vie ou non, puisqu'il y a un certain nombre d'entre eux dans l'accord qui prévoit la remise également d'otages qui seraient décédés. Donc c'est à suivre. Continuons, revenons en France. On pourra peut-être revenir sur Israël et sur cet accord, mais on avait entamé le débat sur les concessions qui ont été faites par François Bayrou pour éviter la censure, pour peut-être aussi réussir ce qui s'est passé, à savoir une scission entre le Parti socialiste et la France insoumise. François Monboise, comment vous jugez cette séquence et puis ces gages qui sont encore de l'argent quand on revient aux dépenses, à ce que disait Jérôme Dubu? Professionnellement, déjà, on le vit mal parce qu'on a du mal à avoir à la FEVAD des contacts avec le gouvernement, parce que à peine on avait eu des contacts avec le premier gouvernement Barnier, commençait à avoir des liens, bing, c'est fini. Donc on a des contacts avec les nouvelles équipes, mais le problème c'est que les équipes, et c'est humain, savent pas elles-mêmes combien de temps elles vont rester. Ouais. Donc les cabinets ministériels, ils sont pas tellement enclins à faire des projets à 6 mois, parce que ça va absolument pas si dans 1 mois et demi ils seront là. Donc la France est vraiment tétanisée. Je trouve que Bayrou a eu raison de rappeler la lettre historique qu'ont fait les syndicats patronaux et les syndicats ouvriers, tous sauf la CGT, qui en gros il y a 1 mois et demi ont dit aux politiques arrêtez. Il y a urgence, c'est-à-dire que la CFDT plus le MEDEF plus les Lausanne-Sieca ont dit mais arrêtez, on a besoin de stabilité. Bien sûr. Donc vu ça, je pense que payer 2 ou 3 milliards, parce que c'est le coût des concessions faites au PS, si on peut avoir de la stabilité, c'est bien. Maintenant, je suis d'accord avec Jérôme Dubus, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Ouais. Parce que le paradoxe de Bayrou, c'est qu'au niveau économique, il fait des concessions au PS, mais au niveau sociétal, avec le binôme Darmanin-Retailleau, il est extrêmement dur, ouais. Et ce qu'il a dit sur l'immigration, à la tribune de l'Assemblée, personne ne l'avait dit avant lui. De dire quand il y a une famille immigrée dans un village, tout se passe bien. Quand il y en a beaucoup, ça se passe pas bien. Oui, ça a été assez peu relevé. Ça a été peu relevé, mais personne n'avait dit ça avant lui. Et donc on a l'impression qu'il donne un gage au RN sur la fermeté et au PS sur l'économie. Je ne sais pas combien de temps ça peut tenir ce grand écart. Oui. Mehdi ou Raoui ? Oui, bon, le problème, c'est le problème des occasions manquées. C'est-à-dire qu'en fait, là, on voit bien qu'il y avait une occasion de mettre sur la table tout ce qui pouvait faire débat en termes de dépenses publiques, en termes de dépenses inutiles, etc., tout en étant capable de réfléchir à ce qui était une dépense utile. Et on parlait, moi j'ai été interrompu en vol, oui, mais on parlait de l'école il y a quelques instants. Et il y aurait évidemment beaucoup à dire sur le sujet, mais le sujet, il y a une magnifique occasion de mettre sur la table ce qui est une dépense essentielle pour le pays et ce qui ne l'est pas, et qui n'est absolument pas saisie. Deuxième occasion qui est peut-être la plus terrible dans la période, c'est surtout l'occasion de créer un vrai renouveau démocratique, au sens où on aurait pu inventer quelque chose politiquement de nouveau. On aurait pu, François Bayrou, d'autres auraient pu très bien imaginer que on met tout le monde autour de la table et on discute vraiment. Or, on voit bien qu'il y a eu un refus des vieux partis, entre guillemets, mais aussi de ce qui se présentait comme le renouveau autour d'Emmanuel Macron. Il y a eu un refus de comprendre que le pays attendait ça, attendait que les responsables politiques eux-mêmes changent profondément. C'est-à-dire que là, c'est probablement le principal problème dans le pays. Et s'ils avaient eu une forme de courage qui aurait été de dire, mais attendez, là, on comprend que les gens nous rejettent massivement au point de se jeter dans les bras des extrêmes de plus en plus à chaque élection, on est capable de se mettre autour de la table et on est capable d'avoir une logique pour le coup, de négociation, de discussion. Ce que font tous les jours. C'est pas ce qu'il a fait. Il a reçu tout le monde. Alors le problème, c'est qu'il y a une différence entre une logique de concession au coup par coup pour essayer de se maintenir et une vraie logique de discussion. Les patrons, les syndicats savent très bien que discuter de l'avenir de l'entreprise les uns avec les autres, ça revient pas simplement sur se voir une fois tous les 36 du mois pour donner quelques concessions et puis basta, on réfléchit pas à l'avenir du collectif. Donc il aurait dû avoir cette démarche-là. Le problème, c'est qu'évidemment,
Aujourd'hui, c'est quasiment impossible, puisque il est obligé simplement de savoir, au coup par coup, quelle force politique va être la force d'appoint pour éviter de tomber. Non mais attends, ça tient pas la route. Il y a une grande différence entre les partenaires sociaux qui, eux, ne sont pas confrontés au suffrage universel, ils sont confrontés au suffrage de leurs militants. Bon, et les partis politiques qui, eux, sont confrontés au suffrage universel. Il y a quand même eu des élections au mois de juin, au mois de juillet 2024, donc ça fait presque 8 mois, sur lesquels les gens ont présenté des projets qui étaient totalement différents les uns des autres. Pourquoi voulez-vous faire entrer 8 mois plus tard ou 6 mois plus tard? Non, mais attends, je termine. Pourquoi voulez-vous faire entrer dans la même case 6 mois plus tard ou 8 mois plus tard des gens qui pensent exactement des choses différentes et qui ne pourront jamais se mettre d'accord. Mais non, en Allemagne, c'est organisé en amont, ils se mettent d'accord sur un programme avant les élections. Ça demande 3 mois, c'est très différent. L'Allemagne, c'est différent, ils ont une culture parlementaire qui est très différente. Nous, on a uniquement la culture du fait majoritaire. Si t'es pas premier, si t'as pas la majorité, c'est mort. Tu peux en rien Allemagne, passer. on a vu ce que ça donnait, ça a explosé en vol. Je suis désolé. Alors, Mehdi, sur cette séquence de concessions, Pour moi, c'est de l'immobilisme. En fait, ça change rien. On recule juste l'échéance de 3-4 mois. Au fond, c'est même moi qui adore la politique, je suis historien de formation, j'adore ça, je suis gavé. Oui, c'est ça, c'est qu'on est fatigué. C'est saoulant. En fait, on est là, on se dit, bon, bah, tant pis, dans 3 mois, ça jarte. Et puis, ce qui est le plus préoccupant. Mais c'est grave, enfin, je veux dire, on parle du pays, on parle de l'avenir du pays, on voit tous les dysfonctionnements. Il y a un auditeur qui m'a envoyé ce qui se passe à Marseille, où on est quand même en France, on était la 5e puissance mondiale. Les chambres mortuaires de la Timone arrivent à saturation. Vous imaginez, on a plus d'endroits pour entreposer les morts à Marseille. Mais tout est rouge. Vous essayez d'avoir un rendez-vous chez un... j'ai l'impression de répéter la même chose tout le temps, mais il n'y a pas de personnel dans les crèches, les hôpitaux sont surchargés, les urgences croulent. Alors après, il y a des raisons XY, mais enfin, on est quand même... On est dans un pays en déclin absolu et on a l'impression que les politiques répondent pas à ces questions-là. Il y a à la fois la déconnexion entre le politique et celui qui est administré. C'est pas pour rien qu'on a du populisme aussi bien à gauche qu'à droite, c'est qu'il y a un discours qui ne passe plus depuis très longtemps. Mais et en même temps, quand on voit, parce que du coup le sujet des retraites va très vite venir, mais en France on a 17 à 18 millions de retraités. On en avait combien? 10-12 au début des années 2000. Et aujourd'hui, on est encore en train de nous dire, ah bah attendez, les pensions des retraites, c'est surtout pas ça. C'est le sujet numéro 1. Il faut pas toucher à ça. Mais sur les 3 000 milliards de dettes que vous avez, vous en avez 40% qui sont indexés uniquement sur les retraites. Le sujet, il est ici. Le pire étant que c'est quand même un énorme mensonge, c'est que ceux qui votent, ce sont les retraités. Dire que la situation qu'on a aujourd'hui, la totalité des partis politiques ne se construisent que par rapport aux retraités. Je dis pas que les retraités sont le problème, mais je dis que aujourd'hui, on a à la fois un problème institutionnel, parce qu'effectivement, on ne fonctionne que par le fait majoritaire. Nos politiques ne sont que de la posture idéologique. Il faut être contre par essence, parce que c'est appelé à mon militant. Mais je ne suis pas du tout dans la construction. Donc là, déjà, on a un véritable problème. On n'est pas dans la culture du parlementarisme et du consensus. Et en même temps, nos partis politiques ne se construisent que sur, écoutez, aujourd'hui, ceux qui votent, ce sont les retraités. Donc, il faut pas trop qu'on touche à ça. Quitte à mentir sur ce sujet, l'âge pivot de la retraite, oui, on va vous abaisser la retraite. Alors que mécaniquement, ça ne fonctionne pas. C'est mathématique. On va droit dans le mur à ce sujet. François ? Oui, je suis d'accord que c'est un peu désespérant que le sujet numéro 1 des médias soit les retraites, surtout que j'ai vu un sondage et là, quand on demande spontanément aux gens les sujets prioritaires, les retraites arrivent loin derrière. Et c'est logique. Et les gens sont peu à être concernés au quotidien par la retraite. C'est le pouvoir d'achat en numéro 1. Puis les problèmes de sécurité, de sécurité, santé, c'est ce que vous dites. C'est difficile de trouver. Immigration, sécurité et la dette, ce qui arrive avant la retraite. Mais, et je pense que tous les gens qui disent oui, il faut abroger la retraite, en discutant entre quatre yeux, etc., au bout d'un moment, ils comprennent bien que oui, il faut travailler plus longtemps, puisqu'il y a moins de bébés, puisqu'on vit plus longtemps. Et moi, j'en veux aux partis politiques qui ramènent constamment, par démagogie, ce sujet, en rappelant aux gens, cette loi, elle a été votée au forceps, c'est vrai. Les gens étaient contre, c'est vrai. Mais comme ils étaient contre la loi Touraine il y a 10 ans, comme ils étaient contre la loi Fillon, etc., c'est jamais agréable de travailler plus. C'est pour ça que le conclave sur les retraites... Oui, il y a aussi un sujet, oui, mais il y a aussi un sujet qui est un sujet, et Mehdi l'effleurait, enfin commençait à l'évoquer comme ça, mais d'affrontement, qu'on veuille ou non, à venir entre des générations qui ont eu le plein emploi, des services publics extrêmement efficaces,
très présents sur le territoire, des retraites à taux plein et financées, et des générations, non pas une mais plusieurs générations, qui arrivent avec un âge de la retraite qui est reculé, des retraites qui ne sont pas financées de fait, des services publics qui ne fonctionnent plus, un taux d'imposition qui n'a pas bougé, et un certain nombre comme ça d'inégalités qui sont liées au fait qu'on n'a pas réfléchi les uns les autres à tisser cette espèce de nouveau lien entre les générations qui aurait pu recréer de l'égalité. On parle souvent des affrontements, ils existent, liés aux différences identitaires, aux différences liés à l'immigration, liés à l'insécurité dans les quartiers populaires, etc. Mais il y a quand même un énorme sujet dans le pays dont personne ne parle jamais, parce qu'effectivement c'est la clientèle électorale des partis traditionnels qui sont aujourd'hui au pouvoir. Il y a quand même un sujet d'égalité entre les générations qui ne veut pas être posé et dont personne ne veut parler en réalité. La question de la crise immobilière aujourd'hui, qui est, qu'on le veuille ou non, un énorme sujet dans le budget des familles. C'est-à-dire, moi, je veux bien qu'on parle de pouvoir d'achat. Enfin, le premier problème d'un nombre incalculable de familles, c'est un problème de pouvoir d'achat immobilier, tout bêtement. De pouvoir payer son loyer, de pouvoir payer ses traites. Et évidemment, ce problème-là est très lié, qu'on le veuille ou non, à l'imprimature que les générations qui aujourd'hui sont à la retraite ont posé sur l'immobilier sans prévoir qu'on aurait besoin dans les années qui viennent, évidemment, de construction, etc. Donc on a quand même un problème de très grosse démagogie de ce point de vue-là, alors que on peut pas dire que nos aînés soient totalement idiots. Ce sont des gens responsables qui ont vécu un certain nombre de choses. Donc on parle des politiques. Enfin, les Français, les retraités, ils sont pas responsables de la situation actuelle. Oui, mais les retraités savent pour qui ils votent. On parle de gens qui sont en moyenne plus éduqués, qui ont eu accès à un certain nombre de les retraités. Il y a tout. Vous avez de toutes les. Enfin, tout le monde est retraité dans la société, du garagiste au journaliste, en passant par le médecin. Les baby boomers retraités qui ont connu les 30 glorieuses, il y a longtemps qu'ils sont partis à la retraite. Les générations qui partent à la retraite, c'est la mienne, c'est celle qui a connu les 2 chocs pétroliers, c'est celle qui a connu les 10% de chômage, c'est celle qui a connu un certain nombre de conflits, c'est pas celle qui a été privilégiée, je suis désolé. Donc mais c'est pas celle qui a oui, mais il y a un moment où il faut pas faire de l'affrontement. Il faut pas faire de l'affrontement des générations une culture politique. Donc le système des retraites par répartition, tout le monde y est attaché, il s'agit pas de le mettre par terre, mais simplement ce qui a été fait, on sait très bien que d'abord ce qui a été fait à 64 ans, la réforme Borne, on sait très bien qu'elle a été à moitié déshabillé et que aujourd'hui on se retrouve encore avec un déficit, ça vient d'être annoncé. Donc ça ne suffisait pas, tout le monde le savait, et pourtant on l'a fait. Et qu'est-ce qu'on nous demande aujourd'hui? On nous demande de revenir dessus par cette espèce de conclave qui n'a à mes yeux strictement aucun sens. D'abord parce que le terme est mal choisi, et deuxièmement parce conclave, que c'est pas... ça veut dire qu'on enferme des gens dans une pièce et qu'ils n'en sortent que quand la solution est trouvée. Ok, mais il n'y aura pas de fumée blanche parce que entre les partenaires sociaux qui sont pas d'accord entre eux, entre le MEDEF et la CGT, je suis désolé, il y a un abîme. C'est comme entre LFI et le RN, c'est exactement la même chose. Donc, rien n'en sortira. On marque une pause dans un instant, on va parler du recensement. C'est une question très concrète qui va être posée à un certain nombre de Français. Tous les Français, d'ailleurs, je crois qu'ils sont recensés, non? C'est par moitié, je crois. Voilà, c'est par moitié. On y revient dans un instant. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Une question qui fait polémique. Le recensement 2025 va commencer jeudi dans un certain nombre de communes et l'INSEE a ajouté cette année plusieurs questions. Ça concerne le télétravail, par exemple. À quelle fréquence télétravaillez-vous? La deuxième, c'est sur le handicap. Êtes-vous limité depuis au moins 6 mois à cause d'un problème de santé dans les activités que font les gens habituellement? Mais c'est la troisième qui fait polémique. Quel est le lieu de naissance de vos parents? Certains, dont la Ligue des droits de l'homme, estiment que c'est une question qui relève des statistiques ethniques. L'INSEE, pour son dit que ce sont des réponses anonymes, mais il y a un appel à boycotter, ce que je trouve absolument lamentable, le questionnaire de l'INSEE. Alors, statistique ethnique ou pas, François Monbois, c'est pas... Non, c'est pas ethnique, c'est géographique, mais on se retrouve avec cette hypocrisie où on refuse tout chiffre sur des statistiques perçues comme ethniques.
et en même temps l'Arcom qui compte à la télévision le pourcentage de gens perçus comme noirs ou perçus comme maghrébins dans les émissions pour dire il y en a assez ou pas assez. Alors, sur ces sujets, on est vraiment en pleine hypocrisie. Ouais. Oui, je vois pas très bien en quoi ça relève des statistiques ethniques. D'ailleurs, c'est une question obligatoire ou pas? Non, c'est facultatif. Bon, mais voilà. Donc, si vous n'avez est... pas envie de répondre, vous répondez pas. C'est Ouais. tout. Et si c'était une statistique ethnique, pour le coup, il faudrait penser à qu'est-ce qu'un groupe ethnique. Ouais, et puis ça serait Il faudrait obligatoire. le définir, en fait. Ouais, Donc, puis ça serait obligatoire en plus. ça serait obligatoire. Il y aurait des petites cases à cocher, dire je suis de ce groupe-là, ça tournerait pas, enfin ça ressemblerait pas à ça. Par contre, je suis d'accord, il y a un dangereux glissement entre géographie, origine géographique, vers une supposée identité fantasmée supposée qui serait elle du coup migrant ou ethnique. Donc, Vous êtes là-dessus, choqué, je trouve ça dangereux. Mehdi Ouraoui? Moi, je suis pas certain qu'il y ait vraiment une polémique, puisque je crois que la Ligue des droits de l'homme a fait une pétition qui a eu quelques Oui, centaines de 2000 signatures. Je crois pas que ce soit la grosse révolte, mais en revanche, bon, c'est sûr, la question que je me pose, c'est surtout à quoi ça sert, parce que pour le coup, mais alors c'est vraiment une question juste un peu fonctionnelle, un peu pratique, parce que pour le coup, c'est une question à laquelle on répond tous assez fréquemment. Par exemple, quand on refait ses papiers d'identité, moi je trouve que j'ai refait ma carte d'identité il y a pas très longtemps. C'est vraiment des choses assez basiques. C'est des choses qui sont dans les extraits enfin qui sont dans les actes de naissance de à peu près tout le monde. Voilà. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Donc en fait, je suis pas certain que la question. Alors je pense que la question était un peu inutile. Elle est pas. Je crois pas du tout qu'elle soit dangereuse, mais je crois qu'elle est un peu inutile. C'est pour des questions géographiques, d'après ce que l'INSEE répond. Ouais, alors peut-être pour savoir effectivement si où vont plutôt les gens qui ont des parents nés à tel endroit de ça, peut-être, mais surtout que y compris les migrations internes, les migrations pendulaires, ou l'immigration pendulaire, l'immigration interne, les Basques. Justement on y vient. Alors je vais peut-être finir là-dessus, mais c'est que on augmentait, donc effectivement on va plus loin qu'on allait auparavant. C'est-à-dire auparavant on restait un peu près de ses parents, etc. Mais après sur ce qui concerne les statistiques à proprement parler ethnique, là effectivement moi j'y suis totalement opposé parce que c'est extrêmement difficile de savoir comment on pourrait. Non mais là il ne s'agit pas de ça. Non, mais il extrapole sur la question. C'est une question qui revient régulièrement, qui est un peu une tarte à la crème parce qu'on veut copier un peu nos amis américains en se plaçant dans des groupes ethniques, caucasiens, afro-américains, etc. Bon, sauf que le problème c'est qu'effectivement aller expliquer à un Basque qu'il est de l'ethnie c'est on rentre dans une logique ethnique. Et moi qui est pas du tout ma façon de voir. On est un petit peu dans l'hypocrisie parce qu'on sait très bien qu'il y a un certain nombre de services de l'État, je ne les citerai pas ici, qui font des statistiques ethniques tous les jours. C'est très idéologique. Il y a des statistiques qui sont des. Alors il y avait une méthode de l'INSEE qui est une très vieille méthode qui est utilisée depuis au moins 30 ou 40 ans, je pense, qui est d'utiliser la consonance des noms et l'origine des noms, pour évaluer un certain nombre de choses. Mais enfin honnêtement, les statistiques à proprement parler ethniques, qui consistent à demander à quelqu'un s'il se sent de race blanche ou d'origine caucasienne ou c'est des choses qui ne se pratiquent pas chez nous. Si, et à mon avis, l'Arcom le fait. L'Arcom fait un rapport chaque année. L'Arcom fait une chose un peu différente, qui est de regarder quels sont les gens qui sont alors pour le coup qui ont une apparence. C'est ça. C'est la différence. C'est compliqué de raconter cette anecdote, mais je connais une jeune femme journaliste quand elle a été recrutée sur une chaîne d'infos. Ils se sont posé la question de savoir, comme elle est métisse, originaire, de savoir si elle rentrait dans la catégorie noire. Mais bien sûr, et Valérie, c'est bien sûr, et vous pointez exactement tout le problème des statistiques ethniques, c'est qu'il y a tellement de mélange par ailleurs que c'est évidemment totalement impossible de pouvoir classer les gens dans des cases. C'est-à-dire que vous pouvez être berrichon depuis trois générations, oui mais d'accord, mais on le fait oui et non. En tout cas, je vous confirme que l'État fait des statistiques ethniques dans un certain nombre de domaines. Elles ne sont pas publiées, mais elles existent. Mais est-ce que ça peut, dans les pays où ça existe, ça apporte un certain nombre de renseignements? Moi, je n'ai pas d'avis spécifique sur la question, mais ça peut apporter, aux États-Unis, ça a été le moteur des actions affirmatives, toutes les actions affirmatives. Ça joue dans le sens inverse, pour le coup. En Angleterre, dans les années 70, ils s'en rapprochent. En Angleterre, il y a des applications politiques claires. Mais là où médias, en même temps, vous avez
En même temps, vous avez eu un certain nombre de scandales, y compris par exemple de responsables politiques de premier plan ou de premier plan au niveau fédéral dans certains États aux États-Unis, qui avaient coché dans leur dossier de fac qu'ils étaient d'origine par exemple amérindienne, Native Americans, et qui se sont retrouvés évidemment 30 ans plus tard pour bénéficier de la discrimination positive, et qui 20 ans plus tard se sont retrouvés avec un certain nombre de scandales, parce que tout le monde a dit mais n'importe quoi, ça permet de tricher. Ça permet évidemment c'est un système qui n'apporte pas grand-chose de positif. Au-delà de ça, et vous avez raison, c'est la Ligue des droits de l'homme qui a ramassé quelques centaines, 2000 signatures. Mais ça dit quand même quelque chose aussi de cette instrumentalisation qui est faite par certains de ce type de sujet. C'est-à-dire, vous voyez que ça prend en plus dans les médias. Vous avez raison. Venant de la Ligue des droits de l'homme, c'est pas très étonnant. Ça serait même étonnant qu'il ne l'ait pas fait. Oui, mais la défenseur des droits, pour le coup, dit que c'est normal. Oui, c'est la même logique. Mais c'est ça, on est dans l'idéologie pure. Quelques mots donc sur la première libération d'otages qui est attendue dimanche. Première phase de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le mouvement islamiste Hamas, et ça devrait commencer dimanche. Le cabinet de sécurité israélien a voté un accord ce matin. Est-ce qu'on peut pardon. S'il y a des libérations d'otages, tant mieux, on peut que s'en réjouir. Ouais. Là, c'est l'horreur pour les familles d'otages, parce qu'on leur dit qu'il y a des otages décédés, on ne sait pas lesquels. Absolument. Après, c'est une période très difficile pour eux. Moi, je voudrais souligner cette espèce de récupération entre Trump et Biden, un petit peu dégoûté. J'ai trouvé ça un peu déplacé. Bon, je crois qu'ils ont tous les deux eu leur mot à dire et leur rôle complémentaire. Mais visiblement, le déclencheur a quand même été Trump. Mais enfin, le plan qui est appliqué, c'est le plan qui a été présenté par Biden au mois de mai dernier. C'est exactement le même plan. Sauf que Trump voulait que les otages soient libérés. Non, mais il a persuadé Netanyahou, ça c'est évident. Bon, voilà, chacun a joué son rôle. Je trouvais que cette espèce de course à l'échalote pour récupérer était un peu indécente. C'est une manière aussi de se positionner. Oui, bien sûr. Enfin, un peu de bonne guerre pour lui. C'est fini lundi. Voilà. Mais on a aussi d'autres personnes qui s'amusent à récupérer ce qui s'est passé. Je pense notamment à Antoine Léaumont, quand il dit on a obtenu, on l'a fait. C'est grâce à nous, on n'a pas arrêté de se battre. C'en est parfaitement ridicule. Après, pour aller dans le sens de ce que vient de dire Mehdi, moi je suis quand même effaré. Il faudra un jour qu'on fasse le récit des derniers mois, mais non pas là-bas, ici dans notre pays, où quand même on aurait pu être là encore, c'est une occasion manquée. C'est-à-dire qu'on aurait pu être nous qui sommes un grand pays où à la fois il y a des valeurs qui sont des valeurs très anciennes, mais il y a aussi une communauté juive très importante. Il y a aussi des musulmans qui sont parfaitement respectueux de la loi et de la démocratie. Il y a un certain nombre de gens qui viennent d'un peu partout dans le monde, et on aurait pu être cette espèce de pays qui n'est plus la grande puissance qu'on a été, mais qui pouvait porter une voix, qui était de dire mais attendez, nous on est capable ici de pleurer à la fois les enfants de Gaza et à la fois les enfants qui ont été raptés le 7 octobre et qui ont été assassinés comme des animaux par des terroristes. Et on aurait pu avoir ce discours-là, ce discours de paix, et on a quand même une immense occasion manquée qui révèle quand même évidemment nos propres névroses et nos propres problèmes. Mais ça, c'est quand même une chose dont il faudra peut-être parler dans les années à venir. Je suis très heureux pour les otages, évidemment. Un peu terrifié j'attends évidemment avec un peu de terreur ce qu'ils vont raconter, parce que vous imaginez la durée de captivité. Mais vraiment, je suis surtout terrifié par ce qu'on a vécu ces derniers mois. On va suivre ça évidemment ce week-end avec beaucoup d'attention et d'intérêt. Merci à tous les quatre. Très bon week-end. À lundi. Dans un instant, Alexis Poulain. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.